Au sortir de mes rêves, je suis étourdi. J'ai immédiatement besoin de m'adresser à Cécile. Quelquefois, je vais jusqu'à la réveiller. Même si c'est en pleine nuit, je lui dis « Je ne veux pas te raconter ce que j'ai rêvé, mais dis-moi seulement quelques mots. Je ne suis pas très très bien maintenant. » Quelquefois, elle dit quelques mots et je retrouve le sommeil. Quelquefois, c'est déjà tard le matin. Elle me dit « Non, j'ai bien dormi. Qu'est-ce que tu as rêvé ?» Quelquefois, elle me dit elle aussi ses rêves. Elle croit que je n'aime pas ses rêves. Elle se trompe. Je ne sais pas si elle aime mes rêves. Et quand je les lui raconte, je ne les détaille pas en entier. Il y a des rêves qui me semblent trop pénibles, que même pour moi, de les articuler devant un autre ferait beaucoup plus que me gêner. Elle m'a dit « Lèvons-nous, nous sommes à la Châtre. » Nous sommes levés. Cécile avait l'air très fatiguée. On aurait dit que c'était elle qui avait vécu le rêve que je venais de faire, ou qu'elle l'avait partagé avec moi, ne se décidant pas à descendre de son atelier au Cousin. Je revoyais les deux gros yeux de la vache, comme des loupes, derrière la porte vitrée me fixant. Quelques jours auparavant, à la Châtre, j'avais croisé quelqu'un que je connaissais un peu, et qui m'avait dit « Maintenant, ça y est, vous avez quitté le Cousin ?»« Oui, ça y est. »« Vous êtes installé à la Châtre ?»« Oui. »« Oh, ça sera mieux que là-bas. »« Je ne sais pas. »« Non, ça ne sera pas mieux, ça sera autre chose. »« Ah non, 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 je suis sûr que là-bas, ça n'était pas bien. Mais c'était très bien. Ne dites pas ça à ma femme. »« Ah bah oui, on a ses habitudes, mais là où vous êtes, c'est vraiment bien. » Les gens de là-bas, ça doit leur manquer. Non, pas spécialement. Oh si. Oh si, surtout vos voisins. Ah oui, les Pigouins. Ah oui, eux aussi. Lesquels? Eh ben, les autres. Oh non, je crois que... Enfin, peut-être Delincourt. Oui, je pensais à eux. À la mère de Delincourt. Oui, à Félicie. Vous la connaissez bien? Ah oui, très bien. J'ai été élevé là-haut, vers les bergères. Mes Pigouins, ça va leur manquer. Eh bien oui, sans doute, alors les deux que vous avez dit, ça va leur manquer. Nous aussi, pour commencer, ne connaissant personne ici. On tourne un peu la tête à droite, à gauche. Et pour votre travail, c'est plus pratique? Oui, oui, c'est certainement beaucoup plus pratique ici que là-bas, oui. Vous êtes toujours avec les papiers? C'est ça. Je suis toujours dans les papiers. Vous connaissiez toutes les histoires là-bas? Non, pas spécialement. J'en connaissais quelques-unes, mais je préférais ne pas connaître les autres. Vous aviez été cambriolé? Oui, ça c'est... C'est vrai que vous aviez perdu des bêtes? Oui, nous en avons perdu deux chats. 3, on m'a dit. Ah ben oui, 3, vous avez raison, j'oubliais le plus jeune, Scotty, mais c'est vraiment quand nous sommes arrivés là-bas. Et puis, les autres histoires, vous les avez connues? Ah non, aucune. Non, puis je vous assure, ça ne m'intéresserait pas. Mais celle de Robert, vous l'avez connue? Robert? Enfin, je n'ai pas connu l'histoire. J'ai su que Robert avait traversé je ne sais quel événement, mais je n'ai jamais su au juste lequel. Ben, je peux vous le dire maintenant que vous êtes là. Oh, ce n'est peut-être pas nécessaire. Si, vous le reverrez, Robert? Ah oui, il a promis de venir ici à la Châtre aider ma femme à faire son jardin. Et puis je n'hésiterai pas à lui demander si j'ai des choses assez lourdes à transporter. C'est quelqu'un que j'aime bien, vous savez. Eh bien, Robert, on ne vous l'a jamais dit. Non. Et Pigouin ne vous en a jamais parlé. Non. Parler de quoi? Ben de ce que je veux vous dire. Eh bien, allez-y. Eh bien, oh, c'était il y a longtemps. Robert, il doit avoir à peu près le même âge que vous. Oui, c'est ça. Et Jean Pigouin, oui, est un peu plus jeune que nous. Il avait un frère. Ah, je ne savais pas. Je sais que Pigouin a une sœur. Je connais sa sœur. Elle n'est pas dans la culture, elle est, je crois, dans une ville. Pas très loin d'ici.
Ouais. Elle est à Bourges. C'est possible. Alors ils avaient un frère, oui, qui était l'aîné alors des enfants, oui, qui avait alors l'âge de... Eh bien, il avait l'âge de Delincourt, le même âge que vous. Ah oui. Vous en parlez au passé, c'est-à-dire que ce frère-là est mort. Justement, c'est ça. C'est ça, la mort du frère de Pigouat, qui a à voir quelque chose avec Delincourt. Mais bien sûr, Delincourt, il a tué le frère. Pardon. Delincourt a tué le frère de Pigouat. Ils avaient 15 ans, ils s'amusaient ensemble, et puis tout à coup, dans la cour de Pigouat. Comment c'est arrivé? On ne l'a jamais su. Delincourt s'est trouvé avec le fusil du père d'André, il s'appelait André le petit, et lui a tiré un coup dans la gorge. Enfin, on a dit le coup est parti. Alors le coup est certainement parti, mais pas tout seul. Et il est mort, tout de suite. Il a craché ses 10 litres de sang dans la cour, comme un cochon. Je restais muet. Moi qui voulais fouiller à la hauteur de la gorge de Delincourt, me disant qu'il avait certainement, comme sa mère, commis sur lui. Il avait, par maladresse, commis sur un autre. Je n'ai pas pu remercier la personne qui venait de m'apprendre ça. J'allais regarder Delincourt avec sans doute une grande pitié, un grand sentiment profond pour lui. Et j'allais aussi revoir, tôt ou tard, le frère du mort, la famille du mort. Je cherchais comment atténuer ce que j'avais pu dire. Souvent, il m'arrivait, en allant chez eux, avec Cécile, de parler de façon très amicale de Delincourt. Je ne regrettais pas, mais je devais leur tourner une lame dans le cœur. Et encore, la mère du petit tué, me disait « Oh, c'est pas un mauvais garçon ». Mais le père et la mère, vous la connaissez, c'est une pauvre femme. Et le père, il est mort dans de drôles de conditions. Elle ne pouvait pas taper sur Delincourt. Et moi, j'en rajoutais. Je disais, pauvre type, il est si sympathique. Il vient à la maison timidement. Il retourne au jardin de ma femme et il revient le soir pour s'assurer que tout a bien été fait. Quelquefois, le lendemain matin de bonne heure, il donne un dernier coup de râteau. Barral sent et grogne. Barral, elle aime Delincourt. Delincourt, il aime tout le monde. Il aime les chats, les chiens. C'est un gentil garçon. Je suis revenu. Je n'ai pas tout de suite dit à Cécile, je sais enfin ce qu'il y avait chez Delincourt. J'ai laissé passer pas mal de temps. Enfin, quand je le lui ai appris, Cécile a eu la même réaction. Elle m'a dit, il faudrait voir les Pigouat, ne pas leur dire que l'on sait, ne pas taper sur Delincourt, mais être plus ouvert à ce que quelquefois nous prenions pour de l'indifférence dans les yeux du frère du petit mort. Il y avait toujours eu dans son regard comme un arbre noyé. Nous avions besoin de le revoir. Nous sommes allés les voir. Cécile, au bout de très peu de temps, montrait des signes d'impatience, d'inquiétude, de gêne. Je croyais que c'est parce qu'elle supposait que nous allions, que nous le voulions ou non, aborder cette part difficile. Mais ce n'était pas ça. Cécile m'a dit « Et maintenant, il faut rentrer ». Nous n'avions eu le temps de rien nous dire. Jean était resté avec les yeux tout mouillés. Nous avions pris la voiture et, en passant devant notre ancienne maison, Cécile avait jeté un regard et elle avait explosé en sanglots.
J'avais roulé un peu plus vite. Je voulais me retrouver à la Châtre, lui demander si c'était la maison ou si c'était avant la maison. Elle me dit qu'elle avait tout retrouvé, qu'il ne fallait plus remonter là-bas, que même l'horloge chez Pigois lui rappelait trop de choses, la table, leur chienne, et qu'en sortant, elle n'avait pas pu s'empêcher de regarder en direction de la maison et que pourquoi est-ce que nous n'étions pas rentrés? Pourquoi est-ce que nous avions quitté cette maison? Et les choses recommençaient en elle. Et cela dura encore et encore des jours. Mais il n'y avait plus de maison à vendre. Il n'y avait plus de questions impossibles à résoudre. Il y avait notre maison, à la Châtre. J'ai essayé de reprendre le dessin que j'avais commencé au Cousin. Mauvaise idée. J'aurais beaucoup mieux fait de commencer ici un dessin, de ne pas avoir à continuer quelque chose que je ramenais de là-haut. Il y avait, comme Cécile, sans doute le sentait, le disait. Même dans nos vêtements, il y avait encore l'odeur spécifique de cette campagne. J'étais fatigué, je m'endormais sur mes dessins. Je n'étais pas fatigué de tout ce que j'avais fait comme travail à la maison. J'étais fatigué et de ça, et de l'immense fatigue que je lisais dans le corps de Cécile. Elle allait d'une pièce à l'autre. Elle traînait ses pieds. Elle me disait « je ne sais pas si j'y arriverai ». Puis elle connaissait une période de 10 jours, 15 jours, où elle disait « ah, c'est bien ici, je suis sûr que c'est bien ». Alors c'était moi qui disais « je suis un peu gêné par certains bruits, puis je ne peux pas travailler, puis j'ai tout le temps sommeil ». Et on prenait comme ça des relais l'un et l'autre, l'un à l'autre. Elle faisait 100 mètres dans le désarroi, elle me passait le bâton, je faisais 100 mètres dans le désarroi, je lui repassais le bâton. On a convenu qu'il fallait couper ce rythme. Que faire pour le couper? Je continuais à dormir sur mes dessins, mon dessin, ce dessin qui n'avançait pas. Sur mon dessin, je faisais encore des bouts de rêve. J'ai entendu une fois la voix de ma mère qui me parlait dans le lointain, comme si elle s'adressait à moi du fond d'un couloir, et que nous ayons été l'un et l'autre à chaque extrémité. Elle aussi était dans un état bizarre. Je regardais par la fenêtre, il y avait le village qui dépassait du mamelon de la Bertinière. J'étais à la cour. Il faisait nuit quand la lune bruyait dans le ciel. Je regardais, il était plein d'étoiles. Si c'était l'hiver, il ferait très froid. Si c'était l'été, le lendemain, les cultivateurs partiraient de très bonne heure, laisseraient la rosée à peine séchée et retourneraient le foin. Il y avait quelques fenêtres qui éclairaient des cours. J'entrais dans la rue. Je laissais la ferme de la femme sur la droite, celle de l'homme à l'étable sur la gauche. Je longeais la place à fumier. J'étais dans le village. Dans un mois, les premières chutes de neige peut-être feraient leur apparition. Un peu plus loin, j'arrivais sur la place de l'école. Je tournais sur la gauche, je descendais vers ma maison. Sur la porte, il y avait une plaque en cuivre gravée. Jamais je n'avais mis de plaque là. J'ai eu un instant de surprise. J'essayais de déchiffrer. C'était indéchiffrable, mais ce n'était pas mon nom. Au lieu de descendre, j'ai senti que je grimpais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché où je me trouvais. J'ai regardé un peu à droite et à gauche. J'étais dans une voiture. Dans ma voiture. Il y avait des champs bordés de pommiers. J'étais pas à la cour. Les bergères. J'étais donc ici, dans le Berry. Ah, si c'était ça, je devrais bientôt trouver à ma droite le café et la forge du forgeron. Oui, je dépasse le café. Il faudrait que je freine un tout petit peu à la hauteur de la cour de la forge. Oh, il y a un grand feu. Ils travaillent à cette heure-là. Il y a des hommes qui tournent autour d'un brasier. Ils brûlent des dessins. Ils pouvaient maintenant passer d'une région à l'autre. Les hommes allaient d'ici à là. Et moi, je pouvais aller aussi d'ici à là. Lacou, le Cousin, la Châtre. Je pourrais me retrouver dans ma cave. Il y avait de la durée. Mais la durée de quoi? Ça venait de s'écarter pour me laisser faire tout ce que je voulais. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux? Qu'est-ce que brûlent les hommes dans la cour du forgeron? Je devrais remettre le moteur en route, partir. Pourvu qu'ils ne m'arrêtent pas, qu'ils ne me disent pas « Tiens, qu'est-ce que vous êtes venu faire là ?»
Pourvu que quelqu'un me dise pas « Ah, vous aussi, vous voulez défoncer les portes du garage ?» Il était inutile de se poser ce genre de questions. Ma voiture venait de se remettre en marche toute seule, et elle se mettait à rouler doucement. Elle descendait la pente, au nord des Bergères. Voilà que maintenant elle était dans la direction opposée à celle que je venais de suivre. On était en direction de Nouziers. Elle attaquait la dernière partie du parcours qui conduisait à la maison, près du Cousin. À chacune des extrémités de la commune de Crevant, il y avait une autre commune, mais ici, il allait y avoir la Creuse. J'allais apercevoir, en ayant le temps, le haut de la côte, le grand toit d'une maison. Est-ce que j'allais rentrer dans le portail? Est-ce que j'allais rentrer sans ouvrir le portail et le casser? Ou bien est-ce que j'allais l'ouvrir, rentrer la voiture, le fermer derrière moi, m'avancer, avec mes phares éclairer les portes de la cuisine, dire à Cécile, dis-moi si tout est normal, et puis aller dans le fond, m'avancer dans l'allée, dans la cour. Au fond, à gauche, dans la cour, là où, il y a très longtemps, paraît-il, se trouvait la place à fumier. Il y avait encore des papiers qui brûlaient. En plus de 10 ans, je faisais le compte. Près de 400 dessins j'ai brûlés. Ah, avec ça, j'aurais pu dans un poêle tenir pendant 15 jours. Le mur portait encore toutes les traces. Les pierres étaient restées serrées mais noires, malgré les fortes pluies et parfois même la neige. Et il était orienté en plein nord. J'arrivais en haut de la montée. Le toit de la maison m'apparut. Je m'approchais encore du portail. Je croyais que j'étais devant tout à l'heure, je croyais que j'étais dans la cour. J'ai serré au bord de la route. Donc je rêvais que j'étais déjà dans la cour. J'essayais de freiner avec mon pied, le frein ne marchait pas. La voiture ne s'arrêta pas. Plus j'appuyais sur la pédale du frein, plus la voiture prenait de la vitesse. J'ai fini de traverser tout le lieu du Cousin à très vive allure. Puis j'ai commencé à grimper la dernière côte, la dernière de la commune. J'entrais maintenant dans la Creuse. Là, on roulait. J'ai dépassé Villebasse. Au loin, j'ai aperçu Nouziers. Il fallait que je descende et que je remonte. La petite grimpette, une dernière avant d'arriver sur la place. Hop, j'étais devant l'église. La voiture allait toute seule. C'était comme un cheval que conduit chez lui son maître. J'étais ivre d'avoir passé la soirée à boire chez le forgeron. J'avais peut-être vendu et bu tout ce que j'avais vendu. J'ai lâché le volant. Je me suis retourné pour regarder derrière moi, à la fois sur le siège, si j'avais là encore des cartons à dessin et des dessins. Où est-ce que j'avais mis toute ma pile de crayons? Pourvu que je ne les ai pas perdus. Je ne trouve pas ces crayons-là. Des Stadler ici, personne ne connaît. Une fois j'ai essayé de demander, on m'a ri au nez. On m'a sorti de la saloperie. Je regardais aussi par la lunette arrière. Est-ce que quelqu'un nous a suivis? On trouverait que je suis bizarre. Je me retourne, je lâche mon volant, la voiture continue. Elle prend les virages, elle ralentit là où il faut ralentir. Non, il n'y avait personne derrière qui me suivait. Mais sur le siège arrière, qu'est-ce qu'il y avait là? Des passagers. Tout de suite, j'ai fait celui qui n'était pas surpris. Je trouvais là, assis, serrés les uns contre les autres. Ils étaient plus petits, de taille, comment dire, tous ceux qui étaient là étaient réduits. Et mon père, ma mère, Jules, il y avait ma grand-mère aussi. Il y avait l'oncle, il y avait 2 vieillards que je ne connaissais pas. Et puis l'oncle de Cécile. Et puis les cousines de Cécile que j'ai rencontrées à Vilnius. Puis il y avait aussi sans doute des parents, des arrière-grands-parents de Cécile. Peut-être un peu des miens. Et puis des parents de parents de parents de parents. Mais comment étaient-ils rentrés là? On aurait dit de multiples poupées cognées les unes à côté des autres, mais vivantes. Les uns avaient les yeux fermés, d'autres dodinaient de la tête, d'autres me regardaient, certains me souriaient. Toutes les mains étaient posées sur la poitrine, nouées. Je les fixais. Je m'aperçus qu'il y avait comme plusieurs étages de passagers. Il devait donc y en avoir depuis le seul jusque-là. J'ai bougé tout doucement ma tête. Je leur souriais. S'il y avait plusieurs étages, il y avait donc plusieurs personnes,
que je ne connaissais pas. Ceux que j'avais reconnus étaient un peu sur le haut. La voiture continuait, elle roulait, on prenait des virages, d'autres nous doublaient, je ne m'occupais plus du volant. J'étais à genoux, tournant le dos à la route. L'étage des amis. J'étais tout joyeux de reconnaître Clé, Breton, Miller, Bataille, Guenon, Réchel. Et il y en avait beaucoup d'autres. Je devais de temps en temps me retourner, voir où nous nous trouvions. Je ne voulais pas arriver à la Châtre comme ça. La voiture prenait à gauche. Ensuite, elle arriva vers la route nationale. Elle traversa la route nationale, descendit, fit un grand tour, contourna un cimetière, revint. Derrière moi, je voyais la route qui s'étirait, qui semblait qu'on revenait sur nos pas. Donc on allait revenir vers Nousier. Non, je voulais aller ailleurs qu'à Nousier. Je ne voulais pas revenir sur le Cousin. Je me suis remis à mon siège, pris le volant. Je le tournais, mais la voiture n'obéissait pas. J'essayais de freiner. Inutile, j'abandonnais. Laissons la voiture faire. J'ai secoué la tête. Tout ce monde-là dans ma voiture. Où est Cécile? Et toutes ces têtes, les unes recouvertes de chapeaux, des femmes avec des voiles, des hommes avec des bérets, d'autres femmes avec des châles. Il y avait des casquettes, quelques-uns têtes nues. Où est mon père? Je l'avais vu tout à l'heure là, à gauche. Il y a ma mère, mais il n'y a plus mon père. Ah oui, il est là. Ah, il dort. Il a la tête qui tombe sur la poitrine. On voit un peu le cou. Le cou ne tient pas. Ah, c'est vraiment une tête de mannequin. Pas de poupée. Il y a des poupées dont le cou tient très bien. Lui, je vois comme l'élastique qui retient la tête. Et comme l'élastique est encore un peu souple, un peu résistant, il a la tête qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Il me montre qu'il a bu. Je cherche les corps et les corps sont vraiment tout petits. C'est la raison pour laquelle il y en a tellement. Je tiens des grandes phrases. Je suis heureux. Je suis devant un public. Je parle. C'est une sorte de conférence. On est maintenant comme dans un immense wagon, qui ne serait pas profond mais très large. Une sorte de wagon-balcon de théâtre, roulant avec 2-3 rangs de spectateurs, ou peut-être 20 rangs, 30 rangs de spectateurs. Il faudra que je fasse tout à l'heure le détail, mais pour ça, la voiture devrait s'arrêter. Mon père a relevé un peu sa tête. Il me regarde et il me fait un clin d'œil. Clin d'œil qui veut dire je suis là. J'ai un petit peu bu, mais t'occupe pas. Il y a comme des loges. C'est sur la gauche et sur la droite. Les loges ont été faites, créées, trouées dans les deux accoudoirs. Il se trouve des têtes. La tête d'une femme, entourée d'autres têtes que je reconnais tout de suite. C'est la tête de la femme de Marseille avec ses sœurs. Devant elle, serrée, me regardant avec des grands yeux, 2 enfants qui me regardent fixement. Les femmes rient, la mère en question rit. Les enfants ne rient pas. Je vais vers l'autre loge, à gauche, l'autre accoudoir. C'est plus plat. Là, je vois Juliette, Huguette. Il y a Stéphie, Mouti, Pompon, Scotty. Et la tête, là, en dessous de celle de Juliette, c'est la tête de qui? Oh, je le connais. Qui est? Qui est cette tête? Il est jeune. Il est plus jeune que moi. 30 ans peut-être. Même pas. Ah non, beaucoup plus jeune. Je ne sais pas. À regarder de près, mais je ne peux pas regarder de près. Sinon je vais tomber de l'autre côté. Je m'accroche au siège. Qui est-ce? J'ai envie d'avancer ma main et de le secouer un peu. On dirait qu'il dort les yeux ouverts. Il ne me voit pas. Je bouge mes doigts. Oh oh! Oh! Juliette! Juliette! Bouge un peu celui qui est en dessous de toi, là. Il dort les yeux ouverts. Je voudrais... Il ne bouge pas. Puis tout à coup, je sais qui c'est. Alors là c'est le coin des morts. Huguette, Juliette, Stéphane, Mouti, Pompon, Scotty, Simon. Simon est là.
Huguette, tu m'entends si je te parle? Elle me fait signe oui de la tête. Alors Simon, il me fait signe oui de la tête. Tu m'entends? Je le regarde et je lui dis chérie. Il secoue la tête, de plus en plus fort. Ne bouge pas trop, mon petit, tu vas tomber. Oh, que je suis heureux de te revoir. Simon, mais comment as-tu fait pour venir jusqu'ici? Tu es venu dans ma voiture. Oh, quelle joie! Il y a tous mes amis ici, Simon. Tout à l'heure, je regardais, il y a celui-là, c'est Clé. C'est vraiment le grand ami. Juste à côté, il y a Rachel. Ça, c'est Miller. Oui. Tu vois, celui qui dort là, mais qui rit, avec une mèche qui tombe un peu sur son front. C'est celui que j'appelle Père Bataille. Là-haut, trônant par-dessus tout le monde. L'œil un peu grand, regarde-le. Il est maigre comme ça. Ça, c'est le père René Guénon. On l'appelait Pchit Citron. Simon, chéri, te voilà. Tu n'es donc pas resté là-bas. J'ai si souvent cru que tu étais dans le tas de neige. J'avais envie de fuir. Souvent, Simon, quand j'ai mis le feu à des dessins, j'en faisais des tas, comme là-bas dans la forêt, un gros tas rond bien bombé, mais au lieu de mettre de la neige dessus, pour faire fondre, je mettais de l'essence. Et puis je jetais une allumette. Alors ça faisait blum. Et puis le papier brûlait, puis je le retournais. Mais je t'assure, Simon, j'ai pensé qu'on aurait pu, dans ce tas de neige, avec des fourches, retourner. J'avais une peur de te trouver, toi. Si j'avais pu te trouver vivant, ça aurait été un demi-mal, mais il y aurait quand même eu tous les autres. Tandis que là, tu es ici, dans la voiture. Toute la chaîne est réunie. Simon, c'est le plus grand jour de joie pour moi. Tu vois, tu ne les connais pas. Les parents de Cécile sont là. La mère de Cécile est là. Son père, c'est lui, le petit, là. Oui. Oui, oui, regarde, c'est ce petit-là. Ouais. Ah, il est vieux. Il est très vieux. Sa mère, qui est beaucoup plus jeune, c'est parce qu'elle est morte très jeune. Alors elle a gardé ça. Toi, c'est pareil, t'es jeune. Toi, t'es pas mort, mais t'es jeune encore. Il y avait une différence d'âge entre toi et moi à l'école. Tu étais beaucoup plus fort que moi. Alors on était dans la même classe, mais c'est toi qui... Toi, tu avançais. Toi, tu allais loin. Toi, tu es allé loin. Tu es venu de loin. Et puis maintenant, tu es ici, avec nous. Je vais te garder tout le temps, Simon. Tout le temps. C'est sûr, Simon. Alors je me suis un peu retourné encore. Où est-ce que je suis? Depuis le temps, on devrait être à la Châtre. Non, on est sur une route que je ne connais pas. On roule doucement maintenant. Je me retourne. Je la revois encore. Je vois la rangée d'ampoules qui court en dessous et au-dessus du balcon. En apparence, ce sont des ampoules. Si je regarde mieux, mais il faudrait que ce ne sont pas des ampoules. Ce sont les têtes que j'ai pas encore découvertes qui sont en bas. Je pourrais là aussi, si je m'approche en me penchant entre les deux sièges. Ah, je peux. Simon, tu me vois? Je suis penché, j'ai la tête en bas. Là, c'est Hans. Et puis à côté, c'est mon vieux copain Johannes. Il n'a pas de chance, il est juste à côté de Paulette. Et puis il y a Bernie. Puis il y a Antoine. Il y a Raph, il y a Charlot. Il y a Marie, il y a Unica. Tiens, il y a Popo. Popo, regarde-moi. Ah, tu peux pas me montrer tes mains, t'as pas de main. Mais quand on était ensemble, Simon, tu te rappelles de Popo? Il avait qu'un doigt à chaque main. C'était comme la mère de Delincourt. Ah, il faut que je regarde. Quand même, si l'on prend bien la bonne route maintenant. À la Châtre, c'est pas facile pour rentrer jusqu'à la maison. Vous verrez, je leur dis à tous. C'est une maison très grande. Vous pourrez tous loger. Et puis ce n'est pas aussi froid qu'à la cour. C'est beaucoup moins isolé qu'au Cousin. C'est une toute petite ville. On sera vraiment chez nous, entre nous. Ça va être comme Tibarty. Ou bien comme la chaussée.
repéré le clocher de l'église. Je prends le volant. J'appuie sur la pédale. Je peux freiner tout doucement. Je contourne le premier grand bâtiment. Ah oui, c'est là qu'est le palais de justice. Je traverse la place. Je contourne un petit peu un autre monument. Je viens me garer juste devant la porte. Là, hop, je saute à terre. Je m'en vais vers la maison. Je me retourne vers eux, je les regarde, je me dis, les faire descendre tous les uns derrière les autres, vaudrait mieux que je rentre la voiture dans le garage. J'ouvre la porte du garage. Non, tout à l'heure j'entrerai la voiture. J'aime mieux ouvrir l'autre porte et les faire rentrer un à un. Je passe ma tête et je dis, vous allez tous sortir, vous allez me suivre. N'ayez pas peur, on est chez moi. Toutes les têtes sortent, toutes me suivent. Je suis là comme un majordome qui regarderait les invités rentrer. Ils sont tout petits, mais je les reconnais tous. Je ne sais pas comment ils font pour se déplacer. En dessous de la tête, il y a un bout de vêtement qui traîne, comme des pattes. Ou alors ils sont comme en petite lévitation, mais pas allongés, en lévitation verticale. Je les compte par paquet de 5. J'en suis déjà à 20. Et maintenant 25. 30. 35. Il y en a encore 40. 45. Tiens, il y a Jo. 50. Tiens, vous êtes là vous aussi. Rentrez, rentrez. C'est Lafargin. 50. Il y en a 2 qui passent. 52. Ils sont dans la première pièce, dans l'entrée. Ils sont par terre. On dirait de multiples chatons ou des petits chiots. La différence, c'est que tout est silencieux. Je fais attention, je les contourne. Des crapauds, des poulets. Ça ressemble à une basse-cour, je serai la mère poule. Je vais vers le grand atelier. Je pousse la porte. Je dis attention, il ne faut pas que je vous coince ou le vêtement ou la tête. Hein. Voilà. Si vous êtes d'accord, allez-y, rentrez là. Cécile est dans la cuisine. Je lui dis, ça y est, c'est moi, c'est nous. Elle me regarde. C'est toi, c'est vous? Avec qui es-tu? Tu vas voir. Surprise. Comme un guide dans l'atelier, je dirige tous mes petits invités. On prend place ici et là. Petit à petit, j'en vois partout. Sur les meubles, ils sautent, comme Moujik. Moujik va directement sur le meuble sur lequel il est toujours allé. Il y a le divan, ils sautent sur le divan. Ils vont sur 2 fauteuils. Toutes les chaises sont occupées. Il y a des tables. Il y a encore un buffet. Sur le dessus de la cheminée, sur les radiateurs. Je me sens heureux. Je n'ai pas été heureux comme ça depuis très longtemps. Je regarde Cécile. Elle est restée derrière la porte vitrée. Elle ouvre des yeux immenses. Elle n'en croit rien. Je traverse la pièce, je me mets en plein milieu, sous la lampe. C'est une lampe que je traîne depuis la cour. C'est le mutilé qui me l'a donné. Très rare, un cadeau du mutilé. Je dis, cette lampe-là qui éclaire, regardez-la. Toutes les petites têtes se redressent. On dirait des chats à qui on présente de la viande. Cette lampe-là, le mutilé de la cour me l'a donnée. Il l'a faite lui-même. C'était un forgeron. Toi, tu l'as connu, toi aussi, toi aussi. Et toi, Stéphie, tu te rappelles du mutilé? Nous avons rencontré beaucoup de forgerons, beaucoup de charrons. Bon, attendez. On dirait que je suis un peu le présentateur, Monsieur Loyal. Je me suis assis sur un grand tabouret à vis. Ça me permet de tourner sur place pour regarder tout mon monde. Cécile n'est toujours pas venue. Je crois qu'elle est en train de préparer des boissons, j'entends des verres qui sont entrechoqués. Je parle, je dis des mots. J'avoue que je suis profondément heureux de recevoir ici mes vrais amis. Je leur dis, mes chers amis, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas savoir, pour Cécile et pour moi, comment et combien et pourquoi et enfin, je suis si rempli. Je sens en moi la joie là,
Ça tourne, ça va dans mes cuisses. Je suis occupé entièrement par la joie. Je respire de la joie. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai pris une décision. Je vais vous la donner et vous allez la garder et on va la conserver tous ensemble. La décision c'est, je ne vais plus dessiner. Je ne vais plus prendre le travail à la tâche. Je ne vais plus me battre avec le temps, contre le temps, pour le temps. La durée, c'est fini. Mon temps est venu pour pouvoir enfin. Je me sens tout à fait déclamateur. Je trouve que c'est bête. Non, c'est pas comme ça que je dois vous le dire. Le temps est venu de jouir ensemble. J'ai envie de vous écouter. Il me semble que je vais retrouver avec vous la paix. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé ici, avec vous, aujourd'hui. Je fais le tour de la pièce en regardant les têtes. Je me mets à scander « Réveillé ». Je me suis réveillé. C'est fini de dessiner. C'est fini de prendre des notes. C'est fini de ranger des dessins. D'une de mes poches, je sors un crayon. Je le tiens entre mes doigts. Je le fais tourner. Toc, 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 toc. Je touche la mine. Je touche le bout. Il est bleu. C'est un Stadler. Vous voyez ce crayon? Si je le tourne plus vite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Hop! Regardez-le. Il s'est enflammé. Maintenant, je vais vous montrer ceci. Je mets dans ma poche ma main. Je sors un petit porte-plume. Il est comme le crayon, dans l'autre main. Si je le fais tourner, regardez, je le tourne, 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 la plume, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rougir. Si je fais se rencontrer le crayon avec sa flamme et la plume, qu'est-ce qui va se passer? Une étincelle. Vous avez vu l'étincelle, mes enfants? Vous avez vu l'étincelle? Mouti, Stéphie, tu as vu l'étincelle? Vous avez tous vu l'étincelle. Elle est là maintenant. Elle est entre la plume et le crayon. On dirait une lampe à arc. Regardez, regardez. Et Cécile maintenant va apporter les boissons. J'entends qu'elle prépare tout ça dans la cuisine. Regardez l'étincelle, regardez l'étincelle. Pour l'instant, avec cette étincelle, il faudrait que je puisse ouvrir le meuble, que je puisse sortir une petite fiole. Attendez, d'une main, je vais tenir le crayon et le porte-plume. Je les tourne tous les deux ensemble. Il faut que l'étincelle reste une étincelle. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Regardez, regardez. J'essaye de prendre la poignée du tiroir. Voilà la poignée du tiroir. Bougez un petit peu, vous. Reculez-vous. Excusez-moi. Non, ne restez pas là sur la poignée. Voilà. Très bien. Regardez, je tourne toujours et l'étincelle est là. Avec l'étincelle, on voit de plus en plus clair. Voilà. Voilà, je tire. Voilà la petite fiole. Voilà, la petite fiole est là. Attendez, le bouchon. Il faudrait que je libère l'ouverture. Regardez. Je libère l'ouverture et puis il y a l'étincelle dans l'autre main qui est toujours là. Crac, 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 crac. Ah, voilà. Ça y est, elle n'a plus de bouchon. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Je vais mettre une toute petite goutte de ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Regardez, si je bouge la bouteille, on voit dedans, il y a du liquide. Vous entendez? Bon, et bien qu'est-ce que je vais faire? Devinez ce que je vais faire. Je vais mettre une petite goutte de liquide sur chacune des têtes et à la fin sur la mienne. Regardez, sur ta tête à toi, une petite sur ta tête, et là aussi sur ta tête. Donne-moi ta tête. Maman, donne ta tête. Vous aussi, Julius, votre tête. Voilà, Juliette, la tête. Huguette, la tête. Paulette, ta tête. Hans, n'aie pas peur, Hans, ta tête. Oui, Johannes, ta tête. Toi, ta tête. Clé, n'ayez pas peur, Clé. Sur votre tête, je ne vous veux pas de mal. Au contraire, voilà, une goutte sur votre tête, ça ne vous fera pas de mal. Bronner, viens ici, Victor, une goutte sur ta tête. Rappelle-toi, c'est moi, je te mets des gouttes sur la tête. Cécile, viens avec les boissons, je vais mettre des gouttes sur la tête. Voilà, vous voyez maintenant? Eh bien, le crayon et le briquet.
tous vous sentez, vous avez une petite goutte humide sur le dessus du crâne. Elle ne bouge pas, elle va rester humide un bon moment. On peut parler, on peut se regarder. Cécile, viens, je t'ai pas mis ta petite goutte sur ta tête. Voilà, une petite goutte sur ta tête. Pose maintenant. Pose toutes les boissons là. Tu as bien fait. Tu as amené combien de verres? 50 verres. Très bien. Ils sont tous sur le plateau. Oui, c'est quoi? Bien, bien. Tu as mis de tout ce qu'il fallait. On choisira après. Pour le moment, on a tous une petite goutte de mon liquide sur la tête. Et puis là, j'ai ma plume avec mon crayon. La mine est rouge, la plume est rouge, l'étincelle est tout en haut. Si je le rapproche et si je ne fais un paquet, qu'un seul paquet de tout ça, et puis je les tiens serrés dans ma main, qu'est-ce que c'est? C'est un briquet. Si j'appuie sur le côté de la plume, regardez comme je fais. Regardez. Ah, une flamme. Vous avez vu, il y a une flamme. Eh bien, avec cette flamme-là, je vais venir toucher la goutte que j'ai mise sur chacune de vos têtes. Voilà. Hans, donne-moi ta tête. Voilà, une petite flamme. Johannes, une petite flamme. Regardez, on dirait la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Hein? On est comme dans une église, comme dans une synagogue. On est comme si on était devenus nous-mêmes des dessins. Mais on ne brûle pas, on éclaire. C'est la seule chose qu'on puisse faire. On éclaire. Donne ta tête. Maman, ta tête. Cécile, donne ta tête. Voilà. Encore la tête. Encore cette tête. Là sur la cheminée, les têtes. Mouti, donne-moi ta petite tête. Voilà. Stéphie, ta tête. Scotty, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon chéri. Ta tête. Simon. Simon, ne bouge pas. Simon, tu es un ange. Fais voir ta tête. Tu vas avoir une flamme d'ange sur ta tête. Simon, que tu es beau avec cette flamme. Tu es merveilleux, Simon. Maintenant, ne bougeons plus. Ne faisons qu'une chose, regardons-nous. La pièce est bien éclairée. Maintenant, je sors de ma poche ça. Ce n'est pas un balai. Non. Ce n'est pas un outil. Non. Je mets une petite goutte encore sur le haut de ça. On dirait des cheveux. Et j'approche mon briquet. Voilà. C'est une torche. C'est une torche. Et avec cette torche, vous allez voir, ça va être merveilleux. Merveilleux. Je la mettrai pas tout de suite. Je la poserai pas tout de suite. Je la lâcherai pas tout de suite. Que personne ne bouge. Que moi non plus je ne bouge pas. Dites-vous, on est dans une grande, très grande maison. Dans cette maison, il y a beaucoup de livres. Beaucoup de dessins. Énormément de cuivre et de gravures. Beaucoup plus encore de papier. Du papier vierge, du papier recouvert. Il y a tout ce qu'on ne trouve pas. Tout ce qu'on ne trouve pas est ici. Tout. Et maintenant, fixez-moi. Fixez-moi. Simon. Maman, mon père. Julius. Tous Juliette, Clé, Bronner. Hans, Johannes. Paulette. Huguette. Vous tous là en bas, au-dessus, sur les meubles. Là-haut sur les étagères. Vous, mes petites chandelles. Mes petites loupiottes. Voilà! Voilà! Des couleurs. Tout est descendu obliquement. Tout a brûlé. Tout est devenu une torche. Tout s'est réchauffé. La pièce, c'est la pièce de la fraternité.